l'oiseau rare de l'hirondelle au kakapo. Cette inauguration virtuelle se veut une initiative assez singulière puisque c'est la première fois que nous nous prêtons à cet exercice, mais elle répond aussi à une volonté. La volonté de vous faire partager cette exposition en vous y invitant en avant-première. Pendant 30 minutes, nous allons vous proposer une visite guidée de cette exposition, mais aussi une rencontre privilégiée avec les acteurs qui ont permis, qui ont pensé et qui ont conçu cette exposition. Ceci dans un but précis, vous donner l'envie de venir découvrir, dès que cela sera possible, cette exposition dès la réouverture du musée. Pour commencer, pour débuter cette émission, nous vous proposons une immersion là où en quelque sorte cette exposition prend ses racines, chez Hubert Bonnetin. En effet, donc à travers le reportage France 3 que vous allez découvrir tout de suite, réalisé en juillet 2018 par Émilie Rousseau et Mathieu Boudet, vous allez faire la connaissance d'Hubert Bonnetin. Hubert Bonnetin, c'est ce médecin de profession, ornithologiste par passion, qui a fait don en 2018 de 6000 pièces de sa collection personnelle. Ces 6000 pièces, vous allez en découvrir une partie parmi les 240 spécimens exceptionnels que l'on va vous présenter ce soir. Quand vous avez une passion, c'est souvent cette passion que vous prenez pour loisir. Hein. Oui, je peux dire que j'y ai passé beaucoup de temps, des centaines d'heures même, des milliers peut-être, oui, bien sûr. On prend par exemple ce paradisier, il a été prélevé en Nouvelle-Guinée en 1899. Je collectionnais, bien sûr pour la beauté des oiseaux, et surtout au départ pour l'intérêt scientifique. L'objectif c'était de connaître les oiseaux, de les étudier, de pouvoir donner des avis. Ils sont tous passés à l'école. Hein. Pour les perroquets, beaucoup de pattes ne sont pas vernies. Nettoyer. Ah bon, ainsi que le bois quand il n'est pas verni. 55%. Une collection qu'on n'entretient pas, lorsque le collectionneur décède, elle a 50 chances sur 100 de se terminer à la poubelle. On commence petit à petit à les ranger par grande famille. Évidemment, on ne peut pas tout exposer. Il nous faudrait des kilomètres et des kilomètres carrés de salles d'exposition. Tous les objets n'ont d'ailleurs pas forcément une valeur muséographique très importante. Par contre, ils ont tous une grande valeur scientifique quand on les fait rentrer en collection. Et un objet, il faut savoir qu'il a toujours quelque chose à nous raconter. Donc nous sommes désormais en compagnie d'Hélène Lafont-Couturier, directrice générale du Musée des Confluences, et de David Besson, responsable des collections. Tout d'abord, Hélène, je vous remercie de nous accueillir ce soir. Ma première question sera pour vous. On vient de voir un reportage sur Hubert Bonnetin. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre ? Oui. Vous savez, les donations, c'est toujours des histoires de rencontres. Et effectivement, Hubert Bonnetin était familier du centre de conservation des collections qui se trouve dans le 7e, le centre Lortais, et était séduit par le projet du musée. Et c'est vrai que c'est une relation qui s'est tissée, comme toutes, et qui a abouti à cette merveilleuse donation. Mais il y avait aussi une autre relation avec lui. C'était une relation scientifique, car il conduisait des recherches assez poussées sur la couleur, sur les pigments qui donnent la couleur aux oiseaux. Et donc, il y avait un vrai échange entre les équipes du musée et lui-même. David Besson, donc,
Comme on vient de le comprendre, cette exposition, c'est le fruit d'une rencontre entre un homme et un musée. C'est aussi la rencontre entre deux collections. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la collection d'Hubert Bonnetin est venue compléter, voire sublimer une collection déjà existante ? Alors, effectivement, la collection d'oiseaux du Musée des Confluences est extrêmement riche, mais c'est le fruit d'une histoire qui est très très longue. Aussi loin qu'on puisse remonter dans les origines du musée, on trouve cette importance des oiseaux. On peut citer le fameux cabinet de Soubry au XVIIIe siècle, qui déjà à l'époque était un cabinet de curiosité réputé pour les oiseaux qu'il conservait. On peut parler de l'œuvre de Mouton-Fontenil, qui a été l'un des tout premiers conservateurs du muséum au début du XIXe siècle, qui était ornithologiste, qui tous les matins faisait les marchés, achetait des spécimens, qu'il naturalisait lui-même pour la plupart. Et en 1837, quand le muséum inaugure sa première grande galerie de zoologie, on a déjà une place très très importante qui est réservée aux oiseaux. Et aujourd'hui, Hélène Lafont-Couturier, pourquoi une exposition sur les oiseaux ? Eh bien, une exposition sur les oiseaux, c'est un émerveillement, c'est un plaisir de la découverte. C'était aussi un moyen de valoriser notre collection, parce que les oiseaux, c'est une diversité de taille. Voilà, ça va d'un petit colibri qui fait 1,6 g et qui en même temps a la capacité de voler à plus de 100 km/h, ce qui vous paraît incroyable. C'est aussi une variété de couleurs, une variété de nids, de bec, parce que le bec c'est le mode alimentaire, de milieu, parce que finalement les oiseaux se retrouvent sur tous les continents et dans toutes les conditions, y compris les plus extrêmes. Ils ont une adaptabilité et en même temps les oiseaux sont d'une immense fragilité et leur raréfaction aujourd'hui en témoigne. Et cette exposition à la fois c'est de l'émerveillement, mais c'est aussi sensibiliser les publics et chacun d'entre nous à cette raréfaction et de veiller à ces espèces dont il est plus facile de conserver que de vouloir les mettre hors danger, de les sauver véritablement. Il faut qu'on chacun s'y emploie quotidiennement. Donc cette exposition, elle a vocation à émerveiller, à sensibiliser. David Besson, elle a aussi un enjeu scientifique. Oui, ça c'est assez important de le rappeler. Nos collections, qu'elles soient présentées dans l'exposition ou qu'elles soient conservées dans les réserves, elles ont de toute façon un intérêt scientifique. Le musée des Confluences accueille un grand nombre de chercheurs, d'étudiants qui viennent travailler sur nos collections, qui viennent essayer de les mettre en valeur d'un point de vue scientifique. Il faut imaginer que une collection comme cet ensemble d'oiseaux, c'est pratiquement 29 000 spécimens, c'est un terrain d'exploration qui est absolument extraordinaire pour faire l'inventaire de la biodiversité, c'est-à-dire pour connaître cette biodiversité, pour essayer de mesurer son érosion, parce que c'est une collection qui s'est constituée sur le temps long. Et tout ça, ce sont des préalables pour la sauvegarde même de la biodiversité. Et là, on est vraiment sur le type d'enjeux contemporains sur lesquels le musée des Confluences s'efforce d'être un acteur et de participer à la fois de favoriser la recherche grâce à ces collections et puis de transmettre ces connaissances, toujours grâce à ces collections, mais par l'intermédiaire de ces expositions et des publications. Hélène, de ce que nous dit David, on comprend véritablement que l'exposition, elle s'inscrit, c'est un temps court, mais dans une mission de temps long liée au musée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, justement, cette exposition n'est que l'aboutissement, la partie visible, en fait, d'un travail qui est beaucoup plus conséquent ? Il y a une grande diversité de métiers au sein d'un musée, parce qu'un musée a plusieurs fonctions. Il a d'abord la fonction de conserver ses collections, de les étudier, comme l'a dit David à l'instant, de les documenter, mais il faut aussi qu'il les valorise. Donc il y a tout un travail d'écriture, d'édition, de médiation. L'exposition est un des moyens de valoriser, de faire une forme de médiation aussi
mais ce n'est pas la seule. Et puis un musée, c'est aussi tous ceux qui permettent de réaliser ça, c'est à savoir l'administration, c'est aussi la communication qui en fait parler, c'est tous les services techniques que l'on ne voit pas souvent, mais sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, il n'y aurait pas d'exposition. Des métiers comme le soclage, la régie des œuvres, ceux qui s'occupent du mouvement des collections, et puis ceux qui écrivent l'exposition, les chargés de projet. Et sur cette exposition sur les oiseaux, c'est Elena Terravanosian qui assiste à ce live. Et puis il y a après des prestataires extérieurs, puisque le musée fait appel à des prestataires extérieurs, notamment pour la scénographie. Là, en l'occurrence, c'est un scénographe extérieur. Et puis, il y a tous les métiers de la sécurité, de l'accueil, de l'accompagnement et du bien-être. Et tout cela, on le fait pour les visiteurs qui viennent et qui viendront, je l'espère, dès que le musée pourra réouvrir, découvrir cette nouvelle exposition. On imagine que chaque visiteur aura son coup de cœur par rapport à une espèce qu'il aura découverte dans cette exposition. Vous, quel a été le vôtre ? Alors moi, j'ai un coup de cœur pour un oiseau qui s'appelle le jardinier satiné. Et mon coup de cœur est aussi pour l'histoire qu'il véhicule, parce qu'en fait, les oiseaux sont monogames. Et chez les oiseaux, c'est plutôt les mâles qui essayent de séduire les femelles, et la femelle choisit son mâle. Et donc le jardinier satiné fabrique un nid, et il veille à décorer le devant du nid de pièces bleues qu'il récupère plutôt dans des habitats urbains. Donc il se rapproche de l'homme, récupère certainement un peu de plastique et d'autres éléments, mais de la couleur bleue. Et en fonction de la décoration du nid, la femelle viendra vers lui. Je trouvais cette histoire assez séduisante. Et vous, David, est-ce que vous avez aussi un coup de cœur à partager ? C'est vraiment très très compliqué comme question, parce que vraiment je les aime tous, et puis très honnêtement, tous les spécimens qu'on présente dans cette exposition, ils sont vraiment vraiment fabuleux. Maintenant, si je dois essayer d'en sélectionner un, je dirais peut-être le paradisier de Guillaume. D'abord parce que c'est un spécimen historique du 19e siècle, et puis parce que c'est un paradisier que les paradisiers, c'est des plumages absolument exubérants et tous plus hallucinants les uns que les autres. Et puis les paradisiers, c'est aussi, ça vous allez le découvrir dans l'exposition, c'est des parades avec des chorégraphies absolument hallucinantes. Vous ne pouvez pas ne pas être sous le charme de ces oiseaux-là. Merci beaucoup Hélène Lafont-Couturier, merci beaucoup David Besson. Juste avant d'entamer une visite guidée, de cette exposition, on vous propose un premier clin d'œil pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend. Je me trouve désormais aux portes de l'exposition avec Meria Lokia, qui est la directrice des collections et des expositions du Musée des Confluences. Merci Meria de votre présence. Première question, je vois qu'on entre dans l'exposition par un dinosaure. Pourquoi ? Tout à fait, mais je vous invite d'ailleurs à venir plus vers le spécimen. Donc, on a souhaité présenter ce dinosaure parce qu'en fait, les oiseaux sont des dinosaures. Donc, ou plus spécifiquement, en fait, les oiseaux sont issus d'une parenté avec un groupe de dinosaures carnivores appelés les théropodes. Et notre allosaure fait partie de ce groupe. Est-ce qu'il est possible de dater ce dinosaure ? Oui, tout à fait. Il vivait il y a 150 millions d'années. C'est aussi l'époque, effectivement, où sont apparus les premiers oiseaux. Donc, ce dinosaure, c'est la racine commune vraiment de toutes les espèces d'oiseaux qu'on va découvrir aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui sur la planète, il existe environ 11 millions d'espèces d'oiseaux. Donc c'est très nombreux par rapport à, par exemple, des mammifères qui sont que la moitié, donc environ 5600 espèces sur planète.
Donc c'est l'un des objectifs de cette exposition, démontrer toute la diversité du monde des oiseaux. Quel est le premier aspect qui fonde justement cette diversité ? Alors on va les voir parce qu'effectivement on a construit l'exposition un peu autour de cette diversité pour commencer. Donc ici effectivement dans cette vitrine on va voir le grand oiseau au fond, le casoar à casque, qui est un oiseau énorme et qui peut peser jusqu'à 85 kg et qui peut mesurer au-delà de 1 mètre de haut. Et ici, juste devant, en fait, on va voir un tout petit minuscule, un colibri, qui lui, il va peser que 1,6 g. Donc effectivement, l'écart entre les poids et les tailles de ces oiseaux sont énormes. Et là, entre les 1,6 g et les 86 kg, 85 kg, il y a toutes sortes d'autres poids et de mesures. Donc le poids, la forme, la taille, est-ce qu'il y a d'autres aspects justement qui fondent cette diversité ? Oui, je pense qu'un des aspects très merveilleux, c'est bien sûr le plumage. Donc si vous venez voir ici, dans cette vitrine, nous présentons effectivement le plumage et les coloris des oiseaux. Donc qu'est-ce que c'est ? Le plumage, en fait, ça permet aux oiseaux de communiquer entre eux, de se reconnaître, mais également de se cacher de leurs prédateurs. Et en fait, les couleurs que nous, on voit déjà ici, qui sont merveilleuses, en fait, c'est qu'une partie, en fait, ce que voient les oiseaux. Parce que nous, on ne voit pas l'ultraviolet et les oiseaux, ils le voient. Donc, leur gamme est beaucoup, beaucoup plus vaste, tellement grand qu'on ne peut même pas l'imaginer. Est-ce que de toutes ces couleurs, il y en a une espèce qui a particulièrement attiré votre regard ? Ah oui, venez voir l'un de mes oiseaux préférés. Regardez ces quetzal avec ce vert éclatant. Donc quetzal, c'est un oiseau mythique des Mayas et des Aztèques de l'Amérique centrale. Un oiseau effectivement qui est aussi l'incarnation de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. Et pourquoi effectivement un tel nom ? Parce que quand vous voyez l'oiseau avec sa longue queue, quand il prend l'envol, on peut voir la queue qui ondule et ça peut évoquer effectivement un peu le serpent. Et puis, dans cet oiseau aussi, vous avez ces reflets métalliques, le reflet qui change un peu quand on le regarde de différents points de vue. Et si vous tournez les plumes à l'envers, en fait, ces reflets disparaissent, ils sont complètement noirs. Et ces mêmes types de reflets métalliques, on va les retrouver aussi dans les colibris. Donc, les colibris, le musée de Confluence en conserve une énorme collection, on en a presque 13 000 spécimens. Donc là, vous pouvez les voir avec les reflets de lumière sur leur plumage. On constate une véritable diversité qui est formidable quand l'oiseau existe, mais avant d'exister, un oiseau est un œuf. Est-ce qu'on retrouve cette diversité au niveau des œufs également ? Tout à fait. Donc là, on va aller voir nos œufs et les nids, parce que quand on construit l'exposition, on peut également effectivement raconter leur habitat, leur nid, comment ça fonctionne. Donc là, on va voir des différents types de nids déjà. Il y a des nids qui sont des sortes de savoir-faire de chaque espèce. Et donc on a des nids tressés, on a des nids maçonnés, on a des nids qui sont creusés dans les troncs d'arbres, on a toutes sortes de nids. Et là, comme je parlais tout à l'heure des colibris, on voit toute une série des nids des colibris sur l'étagère. Là. Je vois également au fond des oisillons. Je sais que les oisillons utilisent leur bec pour sortir de l'œuf. Donc c'est une des premières utilités du bec. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres ? Ah oui, le bec c'est vraiment un outil formidable pour les oiseaux. Donc je vous invite d'aller voir une autre vitrine dans laquelle on a présenté justement les diversités des becs. Donc le bec qui est un outil très efficace et un outil privilégié des oiseaux. Donc déjà à la sortie de sa coquille, bien sûr, mais ensuite aussi le bec reflète effectivement tout leur milieu de vie et bien sûr leur nourriture. Ici, je vais vous montrer celui-là, un de mes préférés, le étonnant bec en sabot du Nil. Donc un oiseau dont le énorme bec a un bord tranchant et il est crochu au bout. Ça lui permet d'attraper ses proies dans son milieu de vie, donc au bord des rivières. Donc le bec... Oui. Le bec est une réponse à l'oiseau qui s'adapte à son milieu de vie. Est-ce qu'il y a d'autres formats d'adaptation que la forme du bec ? Oui, il y a toute autre sorte de forme d'adaptation. Effectivement, il y a ici toutes sortes d'oiseaux avec des différentes caractéristiques qui sont adaptées à leur milieu de vie. Regardez par exemple celui-là,
et c'est un cacharo des cavernes. C'est un oiseau qui vit uniquement dans les cavernes. En fait, c'est un oiseau qui a le même système que le chauve-souris. Il s'oriente avec l'écolocalisation en émettant des tout petits sons qui lui permettent de se repérer. Alors, il sort de sa caverne que pendant la nuit, pendant laquelle, en fait, il s'oriente avec la vue. À la vue, sans utiliser, du coup, l'écolocalisation. Par contre, effectivement, ce qui est étonnant, c'est un oiseau des cavernes, il est complètement frugivore. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de sortir. Mais on va voir aussi, effectivement, le magnifique petit manchon qui vit au bord de la mer. Et du coup, ses ailes sont disparues et il n'a plus que les palettes natatoires qui lui permettent de nager dans l'eau. Donc, de ce qu'on vient de voir, de ce que vous venez de nous montrer, le monde des oiseaux, c'est un monde absolument merveilleux, une parenthèse un peu enchanteresse. Mais la volonté aussi de cette exposition, c'est de sensibiliser et de montrer que derrière le message très positif, il y a aussi une volonté de responsabiliser à l'égard de ce monde vulnérable. Tout à fait. Donc on a souhaité montrer dans cette deuxième partie de l'exposition le déclin des oiseaux. Effectivement, aujourd'hui, un grand nombre des oiseaux sont en difficulté, en déclin, presque la moitié, presque 40%. Et un oiseau sur 8 sont en danger d'extinction. Donc, c'est lié à toutes ces menaces, sont liées en fait, aux activités humaines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on pratique l'agriculture intensive, on pratique la déforestation, la pollution, etc. Toutes ces menaces pèsent sur les oiseaux aussi bien en France qu'en Europe, que dans tout le monde entier. Et là, je voulais vous montrer effectivement le Hara de Spix, le héros du dessin animé Rio de Disney, qui est effectivement un oiseau qui n'existe plus à l'état sauvage, donc qui vit plus qu'en captivité, et encore quelques très rares exemples. Donc, en tant qu'être humain, on a véritablement notre rôle à jouer par rapport à la conservation de ce monde qui est extrêmement diversifié. Est-ce que, pour terminer cette exposition, ou du moins c'est de la visite de cette exposition, sur une note positive, un message d'espoir, vous pourriez nous parler d'un sauvetage réussi d'une espèce en particulier? Oui, je vais vous parler de notre kakapo. Le kakapo avec sa drôle de tête, c'est le plus grand des perroquets qui vivait, ou qui vit toujours d'ailleurs, à Nouvelle-Zélande. Donc c'est un oiseau qui vit par terre, qui ne sait pas voler, et donc un proie très facile pour les prédateurs. Donc il y a un programme de sauvegarde qui a été mis en place pour le sauver. Donc pour cela, il a fallu vider un île entier de tous les prédateurs possibles, et pendant des très très longues années essayer de réintroduire l'espace dans cet environnement. Aujourd'hui ils s'y sont, mais effectivement c'est là où on s'aperçoit que cette réintroduction est très longue et très coûteuse, et qu'il vaut mieux protéger aujourd'hui qu'essayer de réintroduire dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup, Maria Loca, pour cette visite guidée où vous avez dû faire preuve d'esprit de synthèse, mais normalement les visiteurs pourront venir découvrir plus amplement cette exposition dès la réouverture du musée. Je me dirige maintenant vers Fanny Dubo, qui a eu la chance, bonsoir Fanny Dubo, bonsoir. Qui a eu la chance de visiter avec nous cette exposition. Alors ma première question, elle est assez simple, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition ? Oui, effectivement, j'ai eu la chance en tant que visiteuse de rentrer dans cette exposition ce soir. Je l'ai trouvée formidable. Je pense que c'est vraiment une exposition réussie. Déjà, on rentre, on est accueilli par toutes ces plumes de couleurs, donc on rentre vraiment dans un autre monde. Puis on apprend qu'il existe 11 000 espèces d'oiseaux sur Terre, et là, on a la chance de pouvoir en découvrir 240 différentes, avec des cris, des habitudes, des couleurs de plumes différentes. Et donc vraiment, c'est une exposition très instructive, je pense, pour les visiteurs. Et puis en tant que présidente du musée, c'est une exposition qui, je pense, passe un message, celui de la biodiversité qui est en danger. C'est le message qui est aussi relayé par l'exposition Macaille, qu'il sera par la Terre en héritage. Donc vraiment, je trouve très très important que le musée s'engage et engage les visiteurs à préserver la biodiversité. Est-ce qu'il y a un moment particulier durant l'exposition qui a retenu votre attention, qui vous a touché, qui vous a ému ou qui vous a surpris ? Alors moi j'ai une sympathie particulière pour un petit oiseau qui est le colibri et qu'on voit dans l'exposition. Donc on en voit quelques spécimens ici, mais je sais que le musée, on a 13 000 colibris en archives. Et donc oui, la légende de cet oiseau que tout le monde connaît, ce petit oiseau qui, dans un effort collectif où chacun fait sa part, arrive à éteindre un feu de forêt, je pense, passe un beau message, et je suis ravie de l'avoir trouvé là.
Cette inauguration virtuelle aussi, elle passe un message, c'est la volonté de maintenir un lien avec le public. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui rencontrent le même objectif ? Tout à fait, on était évidemment très déçus de ne pas pouvoir recevoir de public ce soir. La fermeture est toujours là du fait du contexte sanitaire, mais on a su rebondir, le musée a su rebondir et va exposer certaines de ses œuvres au siège de la métropole de Lyon, rue du Lac dans le 3e, pendant les vacances de Noël. Et donc une partie du musée sera visible au siège de la métropole de Lyon pour les publics, les jeunes publics, pendant les vacances scolaires. Et je pense que c'est très important de pouvoir rebondir de la sorte pour que la culture puisse continuer à vivre, même hors des musées. Merci beaucoup Fanny Dupont. Je vous en prie. Nous allons maintenant passer à un petit message de Cédric Van Sievendael, qui est vice-président de la métropole et délégué général à la culture, et qui voulait notamment axer son message sur la notion d'émotion comme mission quotidienne du musée des Confluences. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition L'Oiseau rare. Alors certes, en tant que téléspectateur et non pas en tant que spectateur, ce que nous aurions souhaité, mais les conditions sanitaires sont telles que ce n'est pas possible. Je voudrais à cette occasion d'ailleurs remercier les équipes du Musée des Confluences qui continuent d'arrache-pied à garder le lien avec nous, avec vous, à nous proposer de continuer malgré l'impossibilité de nous accueillir, à nous faire découvrir les expositions que le Musée des Confluences propose. Je crois qu'aujourd'hui, cette crise nous donne à comprendre que finalement, les choses qui nous manquent essentiellement, c'est souvent le registre des émotions, le registre de l'émerveillement, le registre de la surprise. Et le Musée des Confluences a toujours été l'un des acteurs culturels qui a beaucoup travaillé cette question avec des expositions que vous auriez pu aussi découvrir en même temps, comme celle de l'Afrique en couleurs, comme celle de Macaille, qui sont à la fois des expositions qui nous amènent à découvrir des choses que nous avions jamais vues auparavant et qui nous amènent surtout à proposer un regard décalé. Ces émotions qui sont la marque de fabrique du musée, bien sûr à travers un écran nous pouvons les percevoir, nous pouvons les discerner, mais elles ne sont finalement qu'un palliatif à travers l'écran. Et je sais que vous avez hâte de pouvoir revenir en vrai dans le musée pour pouvoir à la fois vivre ces émotions, mais aussi les partager, parce que la culture c'est ça, c'est partager des émotions avec d'autres. C'est ce qui nous permet de construire un récit d'humanité, ce récit d'humanité que nous avons en commun. Et je sais que les équipes du musée ont hâte de pouvoir vous accueillir dans les lieux dès que les conditions sanitaires le permettront. Et puis cette expo, je crois aussi, ce qui peut nous rendre triste de ne pas pouvoir la voir en vrai aujourd'hui, c'est que c'est une exposition qui avait fait le choix de l'émerveillement, de l'enchantement des petits et des grands à travers les couleurs, à travers la figure de l'oiseau, qui est une figure qui fait rêver tout le monde, et que c'est aussi pour cela que le musée avait souhaité maintenir la possibilité de la présenter avant les vacances. Alors on ne sait pas encore quand on pourra la découvrir, mais vraiment nous vous invitons du fond du cœur à dès que ça soit possible à revenir vers le Musée des Confluences pour la découvrir. Et je dis exactement la même chose pour tous les acteurs culturels de la métropole qui sont aussi prêts à vous accueillir dans leur lieu pour vous permettre de revivre ensemble des émotions de retour sur dès que ça sera possible. Je vous souhaite à chacune et à chacun une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Nous sommes de retour sur le plateau avec Pierre-Henri Alquier, qui est directeur du développement culturel du Musée des Confluences. Pour conclure cette intervention, nous souhaitions évoquer la thématique de la médiation culturelle. Nous avons eu la chance de voir et de vivre le fait que l'exposition avait un véritable potentiel fédérateur. C'est une exposition qui parle à la fois aux petits, mais aussi aux grands. Alors c'est vraiment un formidable sujet, très inspirant pour concevoir une programmation de médiation culturelle, de conférences scientifiques ou de spectacles en résonance avec l'exposition. Les équipes ont travaillé à imaginer des projets qui vont se déployer tout au long de la durée de l'exposition et qui s'adressent vraiment à tous les publics. Donc on sera à la fois pour les enfants, pour les adultes, pour les individuels, pour les groupes, pour des néophytes, pour des amateurs, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au musée, mais pas seulement, aussi ceux qui n'ont pas l'habitude et qui pourraient trouver dans notre offre de programmation associée à l'exposition une envie. Voilà. Donc au-delà des traditionnelles visites commentées, qui sont pour certaines adaptées aux adultes, d'autres aux plus jeunes, et puis produites en LSF aussi pour les malentendants, on a proposé de mettre l'accent sur une programmation vraiment dédiée aux familles
Et on aura par exemple un atelier pour les tout petits, donc entre 2 et 4 ans, on pourra participer à un compte à gigoter. On a déjà eu des comptes à gigoter sur les baleines, sur les scarabées. Maintenant, on aura un drôle de petit oiseau qui s'appelle le pipit sponciel et qui va nous entraîner dans un atelier très sensoriel où on aura des surprises olfactives et on rythmera l'atelier avec du son, de l'image, avec des illustrations magnifiques, etc. Y aura-t-il d'autres moments clés qui viendront justement nourrir la médiation de cette exposition ? Alors, on a une programmation de conférences scientifiques et de spectacles associés. On a confié à des artistes des chants d'oiseaux qui les ont inspirés et ils ont travaillé à la création ou à l'adaptation de spectacles. Donc on aura par exemple André Mainviel qui est un vocaliste de l'univers du jazz qui est extraordinaire. On aura un musicien plus électro et qui matine aussi sa musique de jazz, Thierry Bocou qui est un saxophoniste. Et puis donc ces conférences qui vont nous emmener à la fois dans un univers de biologie, d'écologie, puis parfois on ira même vers la philosophie. Mais on a, et c'est là-dessus que je vais insister, aussi proposé des conférences dédiées spécifiquement aux enfants, avec par exemple, pour les vacances de février, une rencontre avec un paléontologue du CNRS qui viendra nous faire remonter le temps jusqu'au Jurassique et nous raconter l'histoire de l'évolution et pour découvrir les liens qui lient les dinosaures et les oiseaux. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup Pierre-Henri Alquier pour justement le détail de cette programmation qui égrènera toute cette exposition sur l'année 2021. Il est désormais temps de vous quitter et c'est aussi l'instant pour moi de me faire le porte-parole de l'ensemble des équipes du musée pour vous dire toute l'impatience que l'on a de vous retrouver. Cette inauguration virtuelle, c'était une première. Elle a vocation à vous faire partager notre volonté de vous retrouver. Donc elle sera disponible en replay jusqu'au moment où vous pourrez découvrir, dès la réouverture du musée, cette exposition L'Oiseau rare de l'Hirondelle au Kakapo. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée.